Et bienvenue à l'épisode numéro 12 de notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Popcorn Aigre Doux, bienvenue. Popcorn Aigre Doux, c'est une émission où deux amis discutent de deux films. 12 épisodes en 12 mois. Wow. Ça veut dire que Popcorn Aigre Doux célèbre sa première année d'existence. Wouh! Merci à tous nos éditoristes qui nous soutiennent depuis le début, ainsi qu'aux nouveaux qui nous découvrent aujourd'hui. Sans vous, on n'aurait pas fait tout ce chemin et on a hâte de le poursuivre en votre douce compagnie. Pour marquer le coup, on a décidé, un peu à la dernière minute, de faire notre premier enregistrement en direct. Merci donc à celles et ceux qui sont avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous faire coucou dans le chat et à nous faire part de vos réactions. Et alors Michel, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? On s'est mangé un petit sandwich avant, mais là, qu'est-ce qu'on boit ? Eh bien, une ch'ti IPA. C'est bien ça, Louis ? C'est exactement ça, une ch'ti IPA. Alors n'oubliez pas, consommez de l'alcool avec... Modération. Et buvez pas trop, tout simplement. Et surtout pas avant l'âge légal. Voilà, on n'est pas vos parents, donc en fait, vous faites ce que vous voulez. Voilà. On s'en fout un peu, mais quand même. Pour votre santé physique et mentale, respectez-vous. Alors, avant de se lancer dans l'épisode, on a un petit rappel, c'est que pour permettre à plus de monde de profiter de nos épisodes, ils sont désormais en deux parties. Une première partie garantie sans spoiler, et une deuxième partie où on divulgage sans complexe. Bienvenue donc dans la première partie de cet épisode. Et en cette fin d'année, et suite à l'épisode 11 qui parlait de films au thème lourd, nous avons décidé de choisir un thème qui redonne du peps. La révolte. Pour ceux qui auront reconnu. Les films dont nous allons parler aujourd'hui sont V pour Vendetta de James Mattig et The Snowpiercer, le transpersonnage de Bong Joon-ho. Deux films qui décrivent des sociétés dystopiques où les opprimés décident de se soulever face à leurs oppresseurs. Parfois, entre imaginaire et réalité, il n'y a qu'un pas, et les luttes portées par les personnages de ces films peuvent facilement nous ramener à de véritables enjeux actuels. Alors, le premier film est donc V pour Vendetta, réalisé par James Mattig, d'après un scénario des sœurs Wachowski. Oui, c'est bien les créatrices de la saga Matrix et de la série Netflix Sense8. C'est aussi adapté du roman graphique éponyme d'Alan Moore et de David Lloyd. Au casting, on retrouve Nathalie Portman, qui est la princesse Padmé. C'est Padmé dans Star Wars ? Amidala. Ah, Amidala. Padmé Amidala. Dans Star Wars épisode 1, mais qui joue aussi dans Black Swan, qui a joué dans un tas de... Non, on la connaît que par Star Wars. Ouais. Et Hugo Weaving, que vous avez peut-être déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux, sous les traits d'Elrond. Elrond. Et qui joue le méchant dans la saga Matrix. Ben oui, c'est vrai, un petit habitué des Wachowski. Et John Hurt, il joue Ollivander dans la saga Harry Potter. C'est que des sagas, des habitués des sagas. L'action se déroule dans un Londres dystopique où un homme masqué se faisant appeler V cherche à lancer un mouvement révolutionnaire face au gouvernement fasciste en place. Le film a connu un succès commercial et critique, ce malgré quelques attaques virulentes du fait de ses thèmes politiques. Il a aussi popularisé les masques de Guy Fawkes, qui ont été notamment repris par les groupes Anonymous, comme on dit en France. Le deuxième film est aussi adapté d'une BD, française cette fois-ci, Le Transpersonnage, réalisé par le sud-coréen Bong Joon-ho, le film, pas la BD. Son nom vous est peut-être familier car elle a aussi écrit et réalisé le film Parasite, qui a connu un énorme succès mondial en 2019, surtout après sa nomination et avoir remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Au casting, on retrouve donc Chris Evans, qui joue dans Captain America, Tilda Swinton, qui a joué dans plein de films, mais notamment We Need to Talk About Kevin. Tiens, ça me rappelle le dernier épisode. C'est marrant ça. Et John Hurt. Promis, on ne savait pas qu'il était dans les deux films. En tout cas, on n'a pas calculé. Non, toi tu le savais ? Non. Ouais, en fait je m'en suis rendu compte en regardant les deux films. Ouais, voilà. Ici, nous sommes en 2031. Suite à une catastrophe, la Terre est gelée.
ce qui reste de l'humanité se trouve dans un train qui roule sans s'arrêter autour du globe. Dans cette micro-société très stratifiée, les passagers du fond du train décident de se révolter pour renverser l'équilibre des forces et remonter jusqu'au wagon de tête. Voilà. Pour commencer cette partie sans spoiler, on va peut-être se baser sur les bandes annonces des épisodes, des films, et donc je vous propose tout de suite de commencer par regarder les bandes annonces de chacun de ces films. On commence par lequel, Michel ? On va commencer par V pour Vendetta. Allez, c'est parti. Je voudrais ne pas être effrayée tout le temps, mais... j'ai peur. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements devraient craindre le peuple. Tout contrevenant arrêté pour viol de couvre-feu sera poursuivi sans clémence et sans faire d'exception. Tu violes le couvre-feu, là, tu le sais? Ayez pitié! Oh, pas ce soir. Qui êtes-vous ? Messieurs, je veux que ce terroriste soit retrouvé et je veux qu'il comprenne vraiment ce que le mot terreur signifie. Nous suivons plusieurs pistes. Ses parents se sont fait arrêter quand elle avait 12 ans. C'est comme si ces sacs noirs avaient effacé à jamais mes parents de ma vie. Il vous reste une chance. Vous devez nous révéler l'endroit où se trouve le dénommé V. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de 100 000 personnes, voudrais-tu vraiment le savoir? Ceux qui sont responsables auront des comptes à rendre. L'heure est venue pour toi de vivre sans peur. Je suis prête. Ce pays va sombrer dans l'oubli. Je veux que chacun se rappelle pourquoi il a besoin de nous. Tuez-le. À mon tour. J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts? Un seul verdict. La vengeance. Et voilà, c'était la bande-annonce de V pour Vendetta, Voilà. autrement appelé V et la petite vengeance. Qu'est-ce qu'on peut raconter très rapidement sur ce film? On voit donc le personnage masqué, avec le masque de Guy Fawkes. Guy Fawkes qui est donc un personnage historique anglais, assez controversé par son action politique. Et c'est lié à la date du 5 novembre 1606. 1606 Ouais, Je c'est il y a crois. très longtemps. La La nuit des poudres, nuit des poudres. où notamment ce personnage a voulu faire sauter le Parlement anglais pour des raisons politiques et religieuses. Pour lancer une révolution. Ouais, enfin ça faisait partie en tout cas d'un plan et ça a pas du tout marché, il s'est fait arrêter. En fait c'est un micro-événement dans la vie politique anglaise, mais qui a beaucoup été repris, parce qu'il a notamment été beaucoup moqué. Et par une fête traditionnelle anglaise, qui est célébrée donc les 5 novembre, où on fait des feux géants en sa mémoire et aussi en sa moquerie. Mais du coup il symbolise un peu cette révolte-là qui fonctionne pas trop, quoi, qui essaye et qui en fait reste abattu. C'est pas un personnage vraiment perçu comme révolutionnaire, en tout cas avant la sortie de ce film. Oui, et donc ce film joue sur cet événement et sur le symbole qu'il représente. Voilà. Et je vous propose maintenant de passer à la bande-annonce du Transperce-Neige. Passagers, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est son monde. C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Les flammes sont pas chargées.
Les précédentes révoltes ont toutes échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train et le monde. Nous sommes l'humanité. Je suis pas un leader. Curtis, c'est ton destin. Et voilà, c'était Et la voilà. bande-annonce du Snowpiercer. Bon, annonce qui n'est pas très bonne, je trouve. Non, mais bon, c'est comme ça, c'était aussi la manière dont on faisait les bandes-annonces à l'époque. Hein. Oui. C'était jamais foufou, mais bon, ça a le mérite d'exister quand même. C'est ça. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on super. voit du coup dans cette bande-annonce, Louis? Eh bien, écoute, dans cette bande-annonce, on voit donc en fait ce train qui fonce à vive allure avec cette société, comme on le disait, qui est très stratifiée. Très stratifié. Non, avec des passagers riches à l'avant du train, des passagers pauvres à l'arrière du train, et qui se révoltent en fait C'est ça. contre l'ordre établi et qui essayent de renverser Mm. dans le principe de la révolution, c'est-à-dire que l'arrière va à l'avant. Et ça. donc on voit aussi comment la vie s'organise dans ce train, que ce train est aussi soumis aux aléas de la géographie, tout simplement, qui traverse. Voilà, et qu'on est clairement dans la société dystopique qui tourne mal. Oui. Euh, Il y a aussi des côtés presque fantastiques à ce train, où il y a des aquariums à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est un peu incroyable, quoi. Et un peu le dernier refuge de l'humanité. Très clairement. C'est ça. Mais comme dans toute micro-société ou micro-groupe, les phénomènes s'en ressentent d'autant plus fort. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait penser un peu, en fait, tout ça, à la vague des films tirés de comics, quand même, qu'il y a eu pendant toute une période, notamment des comics de Frank Miller et d'Alan Moore, enfin, Oui. scénarisés par Frank Miller et par Alan Moore, même si Frank Miller souvent faisait le dessin, c'était pas le cas d'Alan Moore. Oui. J'ai beaucoup trop dit Frank Miller et Alan Moore, donc je leur dis une dernière fois Frank Miller et Alan Moore. Frank Miller et Alan Moore. Non, mais en gros, je trouve que ça correspond bien à cette vague-là, et le transpersonnage, pour moi, on rentre aussi dans cette logique-là. C'est un film qui est quand même relativement récent, qui est plus récent que V pour Vendetta. Oui, V pour Vendetta est sorti en 2006, et le transpersonnage en 2013. Ouais, donc il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Il y a eu toute une vague quand même d'adaptations de comics par Zack Snyder, par... Oui, c'est vrai. Après, je trouve que le transpersonnage, c'est un peu différent parce que c'est une BD française, c'est pas un comics. Oui, mais c'est quand même c'est construit comme un comics, c'est en 4 tomes, c'est vraiment... c'est... Enfin, je sais pas si tu l'as lu, du coup. Non. Mais c'est vraiment... Ça ressemble... Tu veux dire, si tu sais pas, tu peux tout à fait croire que c'est un comics américain. C'est un D'accord. format comics, c'est pas un format franco-belge, quoi. D'accord. C'est pas en 46 pages, c'est un certain nombre de pages qui est plus long, qui est... On parlerait... En France, on parlerait de romans graphiques, mais comme Oui. on parle souvent des comics d'Alan Moore, par exemple, on les qualifie souvent de romans graphiques. Oui, c'est vrai. On est plus dans le roman graphique que dans la BD, quoi. Et Ouais, donc, c'est un peu une ouais. filiation dans ce sens-là. Ok, intéressant. Et malgré tout, c'est un mode de production complètement classique américain. Oui. Là, en l'occurrence, avec un réalisateur étranger, mais ce qui n'est pas la première fois que Hollywood fait appel à des réalisateurs étrangers pour leur permettre de percer, en tout cas les faire venir sur le territoire. Et avec Bong Joon-ho, d'ailleurs, ça a fonctionné, parce qu'après, il a pu se faire une place dans le cinéma américain, et notamment de financer de faire Okja, par exemple. Oui. Mais il s'était déjà fait remarquer, et je veux dire, le transpersonnage, forcément, ça lui a donné d'autant plus une plateforme pour montrer l'étendue de son talent. En fait, une plateforme internationale. Mais il s'était déjà fait repérer, je pense, dans le milieu du cinéma, avec The Host. Oui, mais qui est une production coréenne. Oui. Et Et aussi Memories of Murder. oui, qui est aussi une production coréenne. Oui.
Et malgré tout, Hollywood fait venir des réalisateurs à succès dans leur pays, par des films qu'ils aiment bien, pour avant les faire passer par la machine Hollywood, pour un test sur un film, avant de les faire aller ailleurs. C'était le cas, je sais pas, pour les Français, par exemple, Alexandre Aja. Oui. Est tout à fait passé par ce système-là, où il a fait des films français qui ont marché, et après ils l'ont fait venir à Hollywood, ils ont fait confirmer ou infirmer le succès. Et par exemple, c'est ce qui n'a pas fonctionné, le mec qui a fait Hitman. Xavier Gans. Ouais. Je sais plus s'il l'a fait ou s'il l'a produit. Mais je crois que c'est lui qui l'a réalisé, et en fait, Xavier Gans, ça a pas trop connu du succès, parce qu'il a voulu lui faire son film d'auteur en mode de production français, et on lui a fait comprendre qu'Hollywood, c'était Hollywood, quoi. Ouais. Et que tu fais pas ce que tu veux. Et par exemple, Alexandre Aja s'est plus facilement accommodé et a plus facilement compris comment tu gérais une production hollywoodienne. Et c'est le cas aussi de Bong Joon-ho, qui s'en est très bien sorti, et qui, je pense, aujourd'hui, a fait le tour, et aujourd'hui, il y a des budgets aussi très conséquents en Corée. Du Sud. Et en tout cas, s'il veut à nouveau faire des films et des gros effets spéciaux, il sait qu'il peut revenir à Hollywood, laisser et transformer. Ça a marché, il arrive à donner sa patte, mais en même temps à faire aussi ce que les studios lui demandent bien de faire. Et il a pas c'est pas open bar avec 150 millions de dollars, quoi. Bah, apparemment, pour le transpersonnage, il a eu des rapports très compliqués avec Harvey Weinstein, parce que c'est les frères Weinstein qui ont produit le film aux États-Unis. Okay. Et apparemment, Harvey Weinstein, donc vous avez probablement entendu parler à cause de tous les scandales de MeToo, de viol et d'agression sexuelle, sur beaucoup de personnes. Ouais, c'est lui c'est malgré lui que s'est fait toute la vague MeToo. En fait, ça a commencé par des accusations à son encontre et qui a vraiment libéré la parole au cinéma. C'est ça. Donc c'était un énorme producteur américain qui a produit la plupart des films récents qui ont gagné des Oscars. Il était connu pour ça. Et apparemment, il était aussi connu pour être un boucher dans la salle de montage, parce qu'il coupait les films comme un malade, juste parce qu'il avait une idée très précise de ce qui allait marcher pour le public américain. Et apparemment, il a eu des rapports très compliqués avec Bong Joon-ho sur ce film, où il voulait, je pense, le rendre beaucoup plus court et beaucoup plus concis. Et Bong Joon-ho a fini par avoir le dernier mot. Mais malgré tout, on sent ça, sans divulgacher, mais on sent quand même que le film n'est pas... qu'il y a eu plus d'intention que ce qu'on trouve à l'écran. Oui. Ça, clairement. Ouais. Mais voilà. V pour Vendetta, alors j'ai lu qu'à la base, il devait sortir plus tôt. Je pense 1 an plus tôt. Mais donc vous l'avez vu ou peut-être entendu dans la bande-annonce. Ça se passe à Londres et il y a des explosions. Et il est sorti en 2006. Et apparemment, sa sortie aurait été repoussée à cause des attentats qui ont eu lieu à Londres en 2005. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est possible. Donc c'est parce que le personnage de V dans ce film, pareil, c'est dit dans la bande-annonce, est qualifié de terroriste par le gouvernement en place. Donc c'était un sujet assez sensible à l'époque. Ouais. D'accord. Eh ben, je ne savais pas ça, que c'en était à ce point. Dans ces films, on suit des périodes de révolte, de révolte contre l'ordre établi, un ordre qui est plutôt autoritaire, voire totalitaire, amené de manière vraiment différente dans chacun des films, qui s'exécute d'ailleurs pas de la même manière. Mais je trouve que le scénario de V pour Vendetta, par exemple, est vraiment très fin. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, il apporte des choses qui sont assez visionnaires, même, je trouve, dans la manière dont ça a été pensé. Je suis d'accord. Tu vois, alors que je trouve que le transpersonnage est plus fantasque dans ça a été pensé. Moi, ça me faisait presque aussi penser, par exemple, parfois à 300 ou des choses comme ça, quoi. Oui, ben, je pense que l'histoire du transpersonnage se rapproche plus du mythe. Oui. Dans le sens où le message qu'il transporte cherche à raconter quelque chose d'universel. Ouais. Là où V pour Vendetta, je pense qu'il y a de ça aussi, mais c'est vrai que l'avoir re-regardé aujourd'hui, je me suis dit, waouh, comme tu dis, il y a des choses assez visionnaires. Ça fait même peur. Ouais.
Et de toute façon, on sent aussi que c'est un film qui a touché. Ça a quand même lancé toute la vague des Anonymous. Oui. En tout cas, le truc avec les masques. Oui, et ça a vraiment donné une nouvelle ampleur quand Anonymous s'est saisi de ces symboles-là, et du masque de Guy Fawkes, etc. Ça a vraiment donné une nouvelle ampleur au projet, et ça l'a rendu très très populaire. Oui. Et ça répondait aussi, je pense, à des questionnements que se posaient un certain nombre de citoyens, et qui savaient pas comment le transmettre en action, et en se disant, malgré tout, on retrouve des choses. Alors, pour en on est vraiment plus dans cet ordre-là, mais des choses de l'ordre du complot d'État, etc. Oui. Et même si c'est à des endroits plus mineurs, Anonymous s'est saisi de ces questions-là. En fait, il y a des citoyens qui sont attentifs, vigilants, qui se posent des questions. Et donc, du coup, on va chercher et fouiller. Et ça a coïncidé aussi à peu près au même moment. Alors, c'est sorti avant ça, mais ça se parlait quand même un peu. Les révélations qui ont été faites par Wikileaks. Julian Assange, etc. Il y avait déjà des choses qui fuitaient à ce moment-là et qui pressentaient du coup des complots, des complots financiers. Et je pense que ça a résonné en fait à un endroit, et le côté du coup visionnaire se confirme aussi par le fait que en fait ça a déjà eu un impact au moment où c'est sorti, et encore aujourd'hui c'est un film qui est intéressant à regarder. Oui. Après, tu vois, en y réfléchissant, alors apparemment Alan Moore et David Lloyd qui ont écrit et dessiné le roman. David Lloyd il a dessiné, c'est le scénario d'Alan Moore. Donc qui ont créé le roman graphique de V pour Vendetta, qui est sorti dans les années 80. C'était plutôt une réaction par rapport au gouvernement de Margaret Thatcher, là où le film a cherché à plus s'ancrer dans la réalité politique du début des années 2000. Mais tu vois, je pense que du coup, dans V pour Vendetta, il y a un peu plus un ancrage historique. Je sais qu'il s'appelait Guy Fawkes, et je sais qu'en 1605, il tenta de faire exploser le palais du Parlement. On nous dit de nous souvenir de l'idée et non de l'homme. Parce qu'un homme peut échouer. Il peut être arrêté. Il peut être exécuté et tomber dans l'oubli. Alors qu'après 400 ans, une idée peut encore changer le monde. Là où le transpersonnage, je vais dire, est là est un peu plus épuré pour atteindre cette qualité un peu de mythe universel qui pourrait se transposer un peu dans toutes les sociétés et tous les environnements. Oui, tout à fait. Alors que le V pour Vendetta, ça fait référence à des choses qui peuvent facilement nous rappeler des choses qui se sont passées dans l'histoire, des faits concrets, de la même façon que la série Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui se passe aussi dans une société dystopique, mais où beaucoup des choses qui sont montrées dans cette série et dans ce livre, c'est à la base un livre, s'inspirent de choses qui ont eu lieu. C'est juste tout mis ensemble et retransformé pour une fiction, mais ça s'inspire de faits réels. Ouais, absolument. Oui, en tout cas, ça tire son inspiration du réel, très clairement. Mais du coup, Louis, tu vois, en écrivant il y a 45 minutes le texte pour présenter cet épisode, une question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que la dystopie se prête si bien au thème justement de la révolte ? En fait, pour moi, c'est un peu le même principe que la science-fiction. C'est que on prend des bases existantes et on élabore par-dessus pour imaginer en réalité des vies ou des univers parallèles. Tu vois, la dystopie, on est souvent proche comme de la science-fiction, parce que souvent dans le futur. Un futur proche, au moins. Enfin, oui, pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un genre qui est apparenté à celui de la science-fiction, et ça se prête bien au thème de la révolte parce que ça permet en fait de parler du réel tout en faisant de la fiction, et dans quelque chose qui est très fictionnel, mais en parlant du réel et en imaginant des désirs de révolte, etc. Réels, mais qui ne se produisent pas, ou qui peut-être il y a des choses proto ou émergentes, des proto-révoltes qui se mettent en place, et on imagine, et si jamais ça se renversait vraiment, si jamais on poussait tous les curseurs un peu plus loin,
Si, par exemple, c'est souvent le cas dans la dystopie, même dans 1984, par exemple, Oui. Le gouvernement, en fait, si on pousse le curseur un peu plus loin sur le contrôle de la population, qu'est-ce que ça se passe? Si on pousse le curseur de la consommation un peu plus loin, qu'est-ce que ça se passe? Si on pousse par exemple le curseur de l'exploitation d'une terre, comme dans Dune par exemple, qu'est-ce qui se passe? Non mais à une échelle interplanétaire, en fait qu'est-ce qui se passe? Et je veux dire, faut pas se leurrer, Dune par exemple, on parle quand même très clairement des guerres du Golfe, quoi. Et aussi un petit peu, je pense, de la colonisation et de... Oui, bien sûr. Non, mais moins clairement, parce que de toute façon, ça s'inspire. C'est la colonisation de manière générale. Je veux dire, clairement, c'est quasiment, on cite, quoi. Quand tu regardes... on parle des natifs d'Arrakis. Je veux dire, t'as quand même des gens qui vont dans un endroit où il y a des déserts pour exploiter une ressource naturelle au détriment des populations, quoi. Et je veux dire, si toute vraisemblance avec des faits historiques n'est que fortuite, même si ça apporte un message plus global sur la colonisation, d'une manière générale, ça cite ces événements-là de manière vraiment très claire, je trouve. Et en fait, c'est propice à la révolte encore, parce que la dystopie, c'est aussi une société qui ne tourne pas rond. C'est une société qui se veut utopique, mais qui ne fonctionne pas, et donc forcément, il y a des personnes tout le monde ne peut pas s'en accommoder. Et donc, c'est un terrain évidemment très propice à la révolte, quoi. Ouais. Parce que tu vois, je me disais même plus récemment, la série Hunger Games a aussi pas mal surfé sur ce thème de la révolte dans les sociétés dystopiques. Même Squid Game, par exemple, je pense, c'est vrai. on peut rapprocher un peu. Alors, on n'est pas, c'est pas la révolte de la société dystopique, mais malgré tout, t'as un élément dystopique dans la société contemporaine. Oui. Et tu suis des tentatives de révolte de ces personnages-là. Oui. Et même Squid Game, bon, je veux pas divulgacher, mais ça montre même presque l'échec de la révolte dans cette société dystopique. Mais en tout cas, ce sont deux films, V pour Vendetta et Le Transpersonnage, qui m'ont marqué. Et Le Transpersonnage, je l'ai découvert assez tard. Autant V pour Vendetta, j'ai dû le regarder peut-être 2-3 années après qu'il soit sorti. Le Transpersonnage, je l'ai vu pour la première fois il y a peut-être 2-3 ans. Ok. Et j'étais vraiment surpris en bien. Je pense en partie parce que, c'est ce que je disais par rapport à la bande-annonce, j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à vraiment marketer le film pour ce qu'il est. Ouais. Moi, je m'attendais juste à un film d'action dans un train, en fait. Dans un truc un peu post-apocalyptique. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de substance et d'autres niveaux de lecture. Mais c'est aussi, quand Bong Joon-ho a fait ce film-là, c'est un film qui lui ressemble bien, je trouve. Mm-hmm. On retrouve quand même pas mal sa patte dedans, et qui est une patte à laquelle on n'était pas très familière encore à ce moment-là. Et qui était difficile à marketer dans un moment où c'était le début du Marvel, du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Tu vois, c'était le début vraiment où ça commençait à prendre forme, tout ça. On commençait à voir des films apparaître qui se faisaient référence les uns les autres et tout ça. Donc vraiment orienté action, science-fiction et univers de comics. D'ailleurs, petite parenthèse, Chris Evans, dans ce film, il m'a vraiment impressionné par son jeu d'acteur. Parce que moi, c'est vrai, je le connaissais principalement comme Captain America et comme la Torche dans les 4 Fantastiques, qui sont très mauvais. Mais là, je l'ai vu dans d'autres films où il joue bien, notamment À couteau tiré de Rian Johnson. Mais là, je trouve qu'il montre une autre partie de sa palette d'acteurs qu'on voit pas assez souvent et c'est dommage. Mais oui, en tout cas, il m'a convaincu. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport. Non, je suis d'accord, assez étonnamment. Mais tu vois, c'était le moment où tout ça faisait son apparition. Et on savait pas, en fait, comment marketer. On vraiment marketé comme un film d'action, mais parce que je pense qu'il n'y avait pas trop de repères encore à ce moment-là pour identifier ce genre de cinéma. Oui. C'est-à-dire où c'est quand même du cinéma qui est très populaire, qui a vocation à être populaire et à rester populaire. Oui. Mais
qui aborde les choses de manière différente, qui aborde des thématiques profondes, tout en restant dans une part d'action qui est assez importante. Je sais pas, quand on regarde The Host, par exemple, Memories of Murder est un peu différent, mais The Host, par exemple, c'est vraiment ça. C'est un film de monstres. Oui. Action horreur. Vraiment, je sais pas, on pourrait comparer ça à Alien 2, par exemple. Ouais. Mais tu vois, on est un peu dans le même genre de film, mais ça se faisait pas tant que ça, avec malgré tout un fond de société, ça parle quand même beaucoup de ça, et c'est des choses qu'on retrouve là dans le transpersonnage, et qui n'étaient pas très habituelles pour le public à ce moment-là, et je pense pour les publicitaires. Oui. Et c'est vrai que c'est une spécificité du cinéma sud-coréen que j'ai vu, en tout cas auquel j'ai été exposé, parce que je connais pas tout le cinéma sud-coréen, mais il y a... en tout cas, ils ont une sensibilité qui fait qu'ils mélangent très bien des genres différents, enfin, qui, je pense, sont beaucoup plus séparés dans les cinémas occidentaux, notamment le genre action et drame social. Pour eux, c'est pas un problème de mélanger ces deux genres. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui rend ce cinéma un peu rafraîchissant à notre sensibilité d'occidentaux. Et c'est peut-être de ça un peu dont tu parles vis-à-vis du cinéma de Bong Joon-ho, et où il savait pas comment trop le marketer. Et donc ils l'ont marketé comme un film d'action, et d'ailleurs la bande-annonce qu'on a regardée ensemble, c'est clairement un film d'action, quoi. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est que ça, alors qu'en fait le film offre quand même des choses vraiment différentes, y compris avec des vrais moments de pause, quoi, où c'est pas, alors il y a des trucs très action, mais le film est loin de n'être qu'une succession de scènes d'action, quoi. Tout à fait. Et ça prend un contre-pied différent de ce qu'avait pu faire, par exemple, Paul Verhoeven. Il a pris le film d'action dans un autre sens avec Starship Troopers, par exemple. Oui. Mais là, c'est encore fait d'une manière différente, quoi. Ouais, alors que V pour Vendetta, je pense, rentre un peu plus dans dans le modèle du film hollywoodien. Malgré tout, je te disais hier soir quand on le regardait ensemble, ça m'étonne quand même que ce film ait été produit par Hollywood en 2006, parce que il y a un côté très radical dans ce film que je trouve on voit moins souvent au cinéma, dans le cinéma populaire aujourd'hui. Radical dans quel sens ? Je trouve que les thèmes politiques, ils prennent des positions. Plutôt que de rester dans une espèce de... On prend une petite position, mais en fait, on reste dans le consensus. Tu vois, il y a... Le personnage de V a une posture très radicale dans sa façon de mener la révolution. On le voit dès la bande-annonce, c'est pas très pacifique. Mais c'est pas... Ça tombe pas non plus dans le truc bête et méchant, je dirais un peu à la Batman, où en fait il va juste casser la gueule de tout le monde. En consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu, il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Batman sorti un an avant, par exemple. Oui, non mais il faut le rappeler. Et je me disais, d'ailleurs en le regardant, il y a un côté aussi justicier masqué. Ouais. Mais qui détourne ce truc. Et je pense, j'en sais rien, hein, mais Alan Moore notamment très régulièrement exprimé son désamour vis-à-vis de l'œuvre de Frank Miller, qui a beaucoup travaillé sur Batman. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça aussi, où c'est aussi un vigilante. Oui, je suis pas spécialiste de super-héros. Un justicier masqué, quelqu'un qui décide de prendre la justice entre ses mains. Oui, de faire justice lui-même, tout comme Batman le fait, mais où il y a un côté plus détourné. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord, et je pense que c'est un peu ce qu'aime faire Alan Moore, spécifiquement, en tout cas, de jouer avec ces codes-là. Oui, on le retrouve notamment dans Watchmen. Ouais. Où il détruit totalement la figure du super-héros. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Pour terminer cette partie, Michel, sans divulgachage, est-ce que tu peux me donner ton avis sur chacun de ces films ?
Alors, V pour Vendetta, c'est un film qui, je pense, a été formateur pour moi, dans le sens où c'est un film qui parle quand même de révolte, de pas juste laisser la pression de la société qui parfois est, je veux dire, très directe si ça vient d'un gouvernement fasciste, mais aussi plus pernicieuse quand ce sont les gens autour de toi qui essaient de contrôler ton comportement et tes opinions. C'est un film qui m'a marqué au niveau émotionnel et aussi au niveau de ses thèmes. Le transpersonnage, c'est un film qui m'a surpris en très bien et j'ai beaucoup aimé le revoir et je le recommande à tout le monde. En fait, le transpersonnage, depuis que je l'ai vu, je le conseille à tous mes amis en me disant regarde le transpersonnage, c'est pas ce à quoi tu t'attends. Voilà. Et toi, Louis? Eh bien, moi, c'est pareil, le transpersonnage, je l'ai vu vraiment récemment, en fait, pour cet épisode. Je l'avais pas vu avant. J'en avais entendu parler, tu m'en avais pas mal parlé. Oui. Mais je ne l'avais pas vu, et c'est pareil, En fait, j'avais déjà pas mal vu le cinéma de Bong Joon-ho avant. Je pense que j'ai vu quasiment tout ce qu'il a réalisé. Ok. Et donc, plus que moi. ouais. Et donc, en fait, j'ai pas été surpris dans la forme, etc. Parce que j'avais déjà vu aussi reprendre, justement, jouer avec ce mélange des genres, y compris dans des grosses productions américaines, comme Okja, par exemple, Oui. qui est très étonnant. Bah, c'est plutôt Okja, par exemple, avec lequel j'ai eu la surprise, où c'était pas ce à quoi je m'attendais. Ouais. Mais du coup, maintenant, j'ai compris en fait comment il faisait les films, etc. Et donc, du coup, je suis plus... ça ne me surprend plus de la même manière, mais du coup, j'étais très content. C'est un très bon film que je recommande chaleureusement. V pour Vendetta, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'avais vu aussi, je pense, un peu après toi, quand même. Pas juste quelques années après sa sortie, mais je pense bien 5-6 ans après sa sortie. Et c'est pareil, c'est un film vraiment intéressant, intelligemment écrit. On retrouve aussi la patte des sœurs Wachowski, donc on fait le film Matrix. Oui. On retrouve leur patte en termes de scénario, de thématiques, etc. Ça m'étonne pas en fait qu'elles aient participé à ce projet. Et évidemment la patte d'Alan Moore. Moi je suis un grand amateur des scénarios d'Alan Moore. J'aime beaucoup, je trouve que c'est souvent très malin. Et ça va en plus souvent aller chercher à des endroits auxquels je m'y serais pas forcément attendu. Et pour m'emmener dans des choses poétiques ou réflexives vraiment intéressantes et pas superflues en fait. Ça singe pas l'intelligence. C'est-à-dire que c'est pas toujours intelligent, mais du coup ça fait pas semblant d'être intelligent quand ça ne l'est pas. Tout à fait. Oui. Et par contre quand c'est intelligent, ça l'est. Et ça l'est pour de vrai. C'est-à-dire que c'est réfléchi, c'est raisonné, etc. Et V pour Vendetta, on retrouve aussi de ça, où il y a des choses, c'est pas toujours intelligent, mais quand c'est intelligent, ça l'est, ça te mène à te questionner sur toi, tes pratiques, etc. Et du coup, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc, je vous conseille très chaleureusement de voir ces films si vous ne les avez pas vus, et puis on va pouvoir passer à la partie 2. Attends, avant qu'on passe à la partie 2, quelle est la dernière chose qui t'a révolté? La dernière chose qui m'a révolté... Oh, il y en a plein. Oui, t'es tout le temps révolté partout. Est-ce qu'il faut vraiment compter la dernière chose... Une des choses, c'est une des dernières choses qui t'a révolté. Je vais réfléchir quand même. La dernière chose qui m'a révolté... Là, récemment, c'était aujourd'hui. C'est un des rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui. C'est un milieu, donc celui du spectacle vivant, où il y a beaucoup d'entre-soi, où ça tourne beaucoup en rond, et où on se raconte beaucoup avec de l'argent qui n'est pas le nôtre, parce que c'est quand même des choses qui sont financées par de l'argent, en grande majorité par de l'argent public, au moins à moitié, et souvent c'est plutôt 70-80%, par de l'argent public, et en fait prétendre que c'est son argent pour s'amuser, et à se faire plaisir entre soi, moi ça m'avait un peu fatigué et j'ai retrouvé de ça tout à l'heure. Et donc c'est, je dirais, la dernière chose qui m'a révolté. Alors c'est une petite révolte, mais c'est la dernière chose qui m'a révolté. Et toi? Ne me regarde pas comme ça. C'est toi. C'est ça, non mais merci quoi. Je dirais c'est un truc plus ancré dans le quotidien
mais j'ai dû m'occuper de quelqu'un dans ma famille qui est âgé et d'amener cette personne à l'hôpital. Et tout s'est bien passé, bien heureusement. C'était pas quelque chose de très sérieux, mais quand cette personne de ma famille est sortie et qu'on est venu la chercher, son pansement avait été mal fait et elle saignait partout. Et je trouvais qu'il y avait une totale indifférence de la part du... c'est même pas du personnel soignant, parce que le personnel soignant a fait son rôle, mais c'était un petit peu comme, c'est une vieille personne, sa main est en sang, on en a un peu rien à foutre, et on a dû insister pour que quelqu'un vienne faire refaire son pansement, et ça m'a révolté. Je me suis dit, toute personne a droit à un respect minimum, et voilà, ça m'a révolté. Ouais, c'est assez dur, ouais. Et tout s'est bien passé, on est venu lui refaire un pansement, et l'infirmière était très gentille. Ah bon, ça va. Voilà, c'est fini. Mais bon, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et retrouvons-nous dans l'autre épisode de Popcorn et Bredou, la partie 2 avec spoil. Donc on reprend pas la première, c'est vraiment la suite. Oui. On se retrouve tout de suite. Ciao, ciao. Ciao, bye bye bye.